Merci Monsieur le maire d'être avec nous ce matin. Maire de l'Haye-les-Roses, on se souvient notamment que vous, c'est votre maison personnelle. Votre femme était à l'intérieur qui avait été attaquée à ce moment-là. On se souvient de la manière dont vous aviez dû protéger votre mairie, notamment avec du barbelé, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Je reviens sur ce chiffre d'1 milliard d'euros qui est donné par les sénateurs ce matin. On était tout à l'heure dans les Yvelines, dans la ville de la Verrière, qui nous montrait que 9 mois plus tard, l'une des écoles n'était toujours pas reconstruite, que rien n'avait bougé parce qu'il y avait encore des problèmes d'assurance, etc. Chez vous, à combien s'élèvent les dégâts et est-ce que, d'une certaine manière, tout est réparé aujourd'hui ? On a la chance effectivement d'avoir mis énormément de moyens pour réparer au plus vite les différents dégâts. La chance que nous avons, c'est que nous n'avons pas eu, à part un relais mairie, d'incendie total. La halle de marché avait été incendiée, elle est désormais quasiment totalement réparée. L'hôtel de ville dans lequel je me trouve a été réparé. Il me reste un relais mairie qui est encore en cendres aujourd'hui. Et on voit bien la difficulté qu'on a pu avoir avec les assurances d'une part, mais aussi à mobiliser des fonds dans des périodes où les communes ont de moins en moins de moyens. C'est vraiment la double peine pour nous. Il y a dans ce rapport un certain nombre de mesures dont on va parler, mais il y a aussi tout un pan sur le profil des émeutiers, avec des émeutiers jeunes, un tiers qui sont mineurs, avec des émeutiers quand ils sont mineurs qui sont scolarisés pour la plupart, qui ne sont pas des personnes en marge, et avec 2 tiers de primo-délinquants. Est-ce que c'est ce que vous avez vu aussi dans votre commune ? C'est ce qu'on a vu dans ce rapport. Il y a plusieurs choses qui sont vraiment fondamentales. La première, c'est le rapport revient bien sur ce qu'un certain nombre de maires avaient dit, à savoir qu'il y avait une préparation des émeutiers et qu'on n'était pas uniquement sur des jeunes oisifs, mais qu'il y avait bien des stocks, des munitions, un entraînement, des préparations. C'est un point qui est très important pour nous parce que les maires qui ont été victimes de ces émeutes et avaient à travers nous nos populations, on a affronté des scènes de guérilla urbaine qui montraient bien qu'il y avait plus que simplement de l'oisiveté et envie de brûler 1 ou 2 voitures. Ça, c'est un point très important. Le rapport revient aussi sur le fait que on a du mal à tracer le portrait type, le portrait robot de ces émeutiers parce que vous l'avez dit, il y a des mineurs très très jeunes, probablement ceux qui ont été les plus faciles à arrêter, donc on a l'impression qu'il y en avait beaucoup, mais en réalité le gros de la troupe, ceux qu'on n'a pas réussi à arrêter, les plus entraînés, c'est plutôt un profil d'un homme de 23 ans. Donc là aussi on est bien loin des jeunes qui s'ennuyaient et qui étaient uniquement perfusés sous les jeux vidéo. Il y a vraiment un troisième point important pour moi dans ce rapport, c'est que ça confirme que les symboles de la République étaient attaqués. Et c'est ce qui m'a toujours fait dire qu'on était au-delà d'une simple séquence de violence urbaine qu'on a pu connaître par le passé. Il y avait vraiment un phénomène insurrectionnel, il y avait vraiment une volonté d'aller conquérir du terrain sur le terrain de la République. Avec 273 commissariats et gendarmerie attaqués, 105 mairies, 243 écoles notamment. Mais sur le profil des émeutiers, est-ce que vous, 9 mois après, vous savez qui s'en est pris à votre domicile personnel? Qui a attaqué notamment à coups de mortier d'artifice et en envoyant une voiture contre votre maison personnelle? Non, malheureusement, l'enquête est toujours en cours. C'est très compliqué puisque après plusieurs nuits d'émeutes, la plupart des caméras de vidéosurveillance qui étaient sur la ville avaient été détruites. Et on voit là encore une fois que ceux qui ont attaqué mon domicile étaient très préparés puisqu'il y avait préméditation, ils avaient volé le véhicule qui a servi de voiture bélier à mon domicile. Ils avaient évidemment préparé ce qu'on appelle les accélérants pour mettre le feu au véhicule. Et surtout, ils sont partis après avoir percuté ma demeure, après avoir tiré au mortier sur ma demeure et de fait sur ma famille. Ils sont partis dans les délais parfaits pour être sûr de ne pas se faire attraper par la police. Ils étaient évidemment cagoulés, gantés, les gants scotchés. On voit qu'il y a un niveau de préparation qui fait que c'est très difficile aujourd'hui pour les enquêteurs de pouvoir élucider l'affaire. On perd pas espoir parce que malgré tout, il y a des traces ADN qui ont pu être retrouvées. Malgré tout, on peut espérer qu'un jour quelqu'un parle dans cette affaire. Donc on ne baisse pas les bras. Mais la vérité, c'est qu'en France, on est bien faible dans notre capacité à aller pousser très loin l'investigation, notamment sur les réseaux sociaux. C'est évoqué dans le rapport. Je pense qu'il faudra aller encore plus loin. Je vous donne un exemple. Les policiers me disaient qu'ils ont fait comme partout du bornage, c'est-à-dire ils ont regardé combien de téléphones étaient connectés à l'antenne relais du secteur, mais chez nous c'est quasiment 30 000 téléphones, donc ça ne donnait rien. Demain, avec l'autorisation d'un juge, on aurait la possibilité de dire mais combien de téléphones étaient réellement actifs. Et pour ça, il faut demander aux opérateurs et aux constructeurs, et y compris aux fournisseurs d'applications comme Snapchat, combien étaient actifs sur Snapchat à cette heure-là et dans ses environs. Là,
là on aurait pu resserrer l'étau et probablement retrouver ceux qui ont attaqué ma maison et qui ont saccagé tant de villes à travers le pays. Et donc on doit, ça fait partie tout ça sert des à quelque chose, c'est vraiment le message qu'on est... Des sénateurs. J'ai une question encore, pardon. Quel lien vous faites entre ce qui s'est passé l'été dernier et ce que l'on a tous vécu et qui nous a tous choqués et émus ces dernières semaines, c'est-à-dire la mort de Shemseddine dans l'Essonne, c'est-à-dire Samara agressée à la sortie de son collège. Quel lien vous faites entre tout ça ? Tout ça est évidemment lié. Moi, je parle de la France du chaos, c'est-à-dire des forces qui aujourd'hui sont les forces de l'ultra-violence, qui ne se reconnaissent plus dans notre société, encore moins dans la République et ses règles et son ordre, et qui veulent imposer la loi du plus fort. Et la vérité, c'est que la loi du plus fort, elle vient toujours remplacer la loi de la République quand la République est trop faible. Et on a beaucoup de territoires aujourd'hui en France où la République a tellement reculé qu'il ne reste plus que la loi du plus fort, la loi de la violence. D'ailleurs, c'est toujours les plus faibles qui en payent les pots cassés. Il faut qu'il y ait un véritable sursaut parce que tout ça ne peut pas être arrivé pour rien. On est bientôt à un an de ce qui est arrivé, 1 an de ces émeutes, 1 an de l'attaque de mon domicile. Et pour l'instant, les choses avancent vraiment tout doucement, beaucoup trop doucement. Et on espère que ce rapport fera bouger les lignes. C'est un excellent rapport. François-Noël Buffet a fait un très grand travail qui dit les choses, qui dit la vérité de ce qu'étaient réellement ces émeutes. Et je crois qu'il faut que cela serve. Et j'ai même envie de vous dire que ce rapport qui fait des propositions pour réagir à de futures émeutes devrait servir de cadre pour des règles à mettre en place dès maintenant. Le pouvoir des polices municipales à ouvrir un coffre, à faire un contrôle d'identité, ça doit être maintenant et pas uniquement en cas de futures émeutes. Il y a plein de choses dans ce rapport qui sont vraiment précieuses. J'espère que le gouvernement s'en saisira. En tout cas, nous les maires, on l'attend et on en a besoin. Merci beaucoup Vincent Jeanbrun d'avoir